Bien, bonjour à tous et merci d'être réunis ici dans l'Institut Montori. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Je suis traditionnellement, il y a le mot du directeur pour accueillir les invités. Je voulais vous dire qu'en tant que directeur, je suis très content d'accueillir cette conférence dans le cadre de l'Association du développement durable. C'est un événement qui est important pour l'IUT, important pour le département qui porte cette conférence. La conférence d'aujourd'hui elle a été largement portée par des étudiants de licence professionnelle, dans le domaine des transformations industrielles, qui a été créée en 2011 et donc qui est toute récente et dans laquelle les étudiants mènent un certain nombre d'activités qui sont autour du développement durable. Les étudiants sont beaucoup investis, je pense, sur cette conférence. Ça a été un travail important. Donc je tiens à les remercier du travail qui a été mené et qui a été bien sûr encadré par un certain nombre d'enseignants et d'acteurs de ce département, qui est un département jeune. Je rappelle que le DUTJ, Génie industriel et maintenance, est un DUT qui a ouvert en 2007, donc c'est très récent. Nous avons des étudiants dans ce département qui relèvent de la formation continue, qui relèvent de la formation initiale, qui font de l'alternance. Donc tout un tas d'actions qui ont été très rapidement mises en place par les collègues et je suis très satisfait de voir le développement de ce département et les actions qu'il peut proposer aujourd'hui. En termes de perspective sur le site de Montori, il y a la perspective d'un campus écologique, il y a des perspectives avec le projet Landes de Juisan, donc nous nous inscrivons bien sûr dans ce projet-là, et toutes les initiatives qui sont autour de ces actions sont bien sûr des initiatives qui sont importantes pour l'université. Je suis très, très content également du programme qui a pu être établi grâce au travail des uns et des autres. Nous accueillons des intervenants qui sont particulièrement pertinents par rapport au sujet de cette conférence. Nous accueillons à la fois qui viennent d'entreprises, qui viennent de collectivités locales, qui viennent de tout un tas des axes de la société. Je pense que ça montre que ce sujet-là, qui est très à la mode, c'est quelque chose qui est également très important pour un IUT comme le nôtre. Je peux dire également que dans le cadre de ces bâtiments dans lesquels vous êtes aujourd'hui, il y a tout un travail qui est mené autour de la performance énergétique. On fait un certain nombre d'études, on essaie d'étudier, de limiter les dépenses énergétiques dans un certain nombre de secteurs. C'est bien sûr porté par les étudiants et par les personnels. Tout ça pour vous dire que le développement durable à l'IUT, c'est quelque chose vers lequel nous allons résolument et avec l'ambition d'être des acteurs qui ont vraiment une pertinence sur le sujet. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction de cette soirée. Je vais laisser la parole très rapidement aux intervenants puisque le programme est dense, il est très dense. Et j'aurai le plaisir, comme l'ensemble de mes collègues, de discuter avec vous lors du buffet qui aura lieu, je pense, juste à la fin des exposés que nous allons voir maintenant. Merci à tous. Merci Monsieur le Directeur. Donc bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents ce soir pour cette conférence sur le développement durable, dont le thème sera donc le développement durable, question de mode ou de rentabilité. Nous tenons à remercier particulièrement déjà tous les intervenants qui sont là ici ce soir, également les sponsors, donc le SMUN, la coopérative des vins de Buzet, également le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, nos partenaires, donc IDEO, l'AFNOR et la ville d'Anglette, et enfin Madame Hazard, professeur à l'IUT, qui a encadré le projet avec Madame Manzoni et Monsieur Ivar, qui ont porté ce projet tout au long de l'année et qui nous ont encadrés. Et enfin, surtout, l'IUT de Bayonne pour sa collaboration et également pour nous permettre de tenir cette conférence dans ces magnifiques locaux.
Avant de commencer, je tiens juste à préciser que l'enquête de satisfaction qui vous a été distribuée à tous sera déposée en sortant de la salle, quittant le bâtiment plutôt, lors de votre départ dans un petit carton. Et deuxième point, les fiches questions qui vous ont été distribuées en même temps. Donc pour poser des questions pour chaque intervenant. Si vous en avez, vous n'aurez qu'à les faire passer en bout de chaque rang et vos camarades les ramasseront. Sachant que les questions se feront entre chaque thématique. Avant de commencer, je laisse la parole rapidement à Monsieur Mathieu Delafnor et après on passera au premier intervenant. Oui, merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bien sûr, tous mes remerciements aux organisateurs, à l'équipe Bayonne, aux étudiants de la licence pro, et un grand bravo et un grand merci donc, à Arthur et Sébastien donc, qui vont m'aider à co-animer cette fin d'après-midi. Merci à IDEO, ainsi qu'à tous les partenaires et les intervenants qui ont déjà été cités. Alors moi, je suis Stéphane Mathieu, donc directeur du réseau régional du groupe AFNOR, et bon, cet après-midi, comme dans toutes les belles histoires, il y a toujours un méchant. Donc moi, j'aurai le rôle du méchant, puisque je serai le gardien du temple, et du temps surtout. Et puis j'aurai aussi plaisir, avec mes deux chers co-animateurs, à poser, les questions. Et après, oui, il faut qu'elles soient les plus impertinentes possibles. En tout cas, on a demandé aux intervenants si tous les coups étaient permis. Ils nous ont tous dit oui, sans limite. Enfin, nous, on vient, on est transparent, on est, à fond sur le sujet. Donc, on a de quoi répondre. Donc, voilà. Donc, on vous invite, bien entendu, Arthur l'a bien évoqué, donc à formaliser vos questions entre chaque temps fort. Donc, il y aura 3 temps forts. Mais comme tu l'as dit, ça va être, on a un beau programme. Donc, sans plus tarder, je te rends la main pour présenter le premier intervenant. Merci. Donc sans plus tarder, voilà, nous allons aborder le premier thème de cette conférence qui portera sur le développement durable au service de l'homme. Et donc je laisse maintenant la parole à Monsieur Pierre Pommier, directeur de Notox. Ouais, 10 minutes, alors on va les faire très très vite. Un soir. Bonsoir à tous, merci de nous accueillir au sein de cette conférence. Donc, la lourde tâche d'être les premiers, toujours un peu délicat. Donc on va traiter une thématique donc, au travers de l'initiative qu'a portée l'entreprise dont je suis le dirigeant. Donc, qui est l'entreprise Notox, basée en Angleterre. Et donc, ma présentation s'intitule Surf éthique et vert, et nous allons vous raconter une petite histoire, plutôt que vous donner des leçons de développement durable, pour que vous puissiez voir comment est-ce que nous nous sommes appropriés les différentes notions, et ainsi pouvoir poser justement les questions les plus tordues que vous avez à poser à la fin. J'y répondrai avec plaisir. Donc, les planches de surf, comment c'est fait? Tout a commencé en 2006, quand on a découvert, avec les collègues avec lesquels je me suis associé depuis, les conditions dans lesquelles étaient fabriquées les fameuses planches de surf qu'on voit sur toutes les côtes atlantiques et autres. On a découvert des conditions de travail qui étaient complètement apocalyptiques. On a découvert l'utilisation de matériaux dans des conditions absolument pas cadrées. Un travail extrêmement artisanal et une mise en danger des opérateurs qui fabriquent les planches qui était totale. Donc quelque chose qui nous a complètement frappé et qu'on a vraiment pu constater sur des ateliers qui étaient utilisés même ici au Pays Basque ou dans les Landes pour de la sous-traitance auprès de très grandes marques de sport de glisse. Ce qui nous avait quand même un peu choqué à l'époque. Donc ce que vous voyez ici, c'est vraiment le récapitulatif de la fabrication traditionnelle de planches de surf. Donc rien de très reluisant. Donc
étape de fabrication de pain de mousse, donc extrêmement poussiéreuse, stratification en voie ouverte, donc avec des émanations de solvants extrêmement dangereux pour la santé et pour l'environnement. Des postes de préparation, on va dire, complètement approximatifs, avec grand renfort d'acétone, donc des choses là aussi extrêmement dangereuses. Et des phases de ponçage, donc génératrices de poussière fine, qui ont exactement les mêmes classes que l'amiante. Donc quand on est assez peu protégé, comme le garçon qu'on voit, on imagine tout de suite le désastre sanitaire qu'il peut y avoir derrière. Donc on a décidé de se prendre en main et on a commencé à observer un peu ce petit monde en se demandant mais quelle était cette industrie qui malmenait à ce point son propre emblème. Parce qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de planche de surf, il n'y a pas de monde de la glisse, et s'il n'y a pas de monde de la glisse, il n'y a pas de tout ce qui est accessoires, les godasses, les t-shirts, les événements, les vidéos, la musique, etc. quoi. Donc tout ce petit monde des sports de glisse qui est porté par cet emblème, en fait, maltraite sa propre origine. Une des raisons principale est que le monde des sports de glisse hors fabrication de planches génère à peu près 11 milliards de dollars par an, alors que le simple commerce de planches ne génère que 1 milliard 200 millions de dollars par an. Ce qui fait que quelque chose qui ne rapporte pas beaucoup et qui catalyse énormément de problèmes, en fait on a vite fait d'évacuer la question et se concentrer sur le design des futurs t-shirts qui rapportent des marges x40, donc qui sont beaucoup plus attrayantes. Donc on a décidé qu'on ne ferait pas des t-shirts, qu'on allait être pauvres, mais qu'on allait faire des planches, mais qu'on allait les faire bien. Donc on a commencé vraiment par se centrer d'abord sur les conditions de travail. Donc avant de sauver la planète, on va commencer par essayer de sauver les hommes qui fabriquent les planches. Donc on a commencé à travailler sur un atelier directement en saluant les services donc du grand méchant loup, de la CARSAT, et de la médecine du travail, en leur demandant de nous aider à construire un atelier de fabrication qui ne mette pas en danger nos salariés. Donc ils étaient d'abord surpris de la démarche, parce que d'habitude ils sont plutôt là pour taper et mettre des amendes. Donc là ils se sont dit, bon ben voilà, c'est original, alors on va les aider et on va voir ce que ça donne. Donc sur les conseils, donc, on a bâti cet atelier, dont on voit ici une photo panoramique. Et cet atelier donc, a été mis en service sur de la fabrication de planches tout à fait standard, donc avec des matériaux standards, pendant 1 an, sous contrôle de la médecine du travail. Donc notre médecin actuel a fait sa thèse sur notre infrastructure et les bénéfices liés à cette infrastructure. Donc là, on a été, on va dire, comme des cobayes, prise de sang, analyse d'urine, radio des poumons, etc. pendant 1 an pour finalement arriver à quelque chose qui était extrêmement positif parce qu'on a un niveau de risque professionnel qui est ridicule compte tenu des matériaux qui étaient utilisés donc pendant ce round d'essai d'1 an. Donc cet atelier bénéficie d'une charte qualité que l'on voit ici sur la droite, qui est apposée sur tous les produits qui sont fabriqués dans cet atelier, que vous pouvez visiter en Anglette 6 jours par semaine. Donc cette première année de fabrication de planches standards nous a permis de faire une campagne d'évaluation de déchets de production sur la fabrication des planches standards. Vu qu'on les faisait chez nous, c'était facile de mesurer tous les différents effluents. Donc, première chose qu'on a constatée, c'est que tous les matériaux qui étaient utilisés venaient d'un peu partout sur la planète, sauf près d'Anglette, là où les planches étaient fabriquées. Donc déjà, il y avait un impact, on va dire, de transport qui était assez important. Et ensuite que, quand même, fabriquer une planche de 3 kg génère 5,7 kg de déchets industriels dangereux, c'est-à-dire quasiment le double de son poids. Déchets qui, donc avec l'aide de Bill Tagarby, ont été triés en suivant 9 catégories, avec obligation d'être éliminés au travers de voies bien spécifiques, et non pas finir dans des déchetteries professionnelles un peu tout venant et un peu facilement, comme le pratique la profession aujourd'hui. Et surtout, sur tous ces déchets, aucune partie de ces déchets n'est recyclable. Donc impact pour une planche, pour une simple planche, est quand même assez dramatique. Donc on s'est forgé la conviction qu'il fallait maintenant travailler sur les matériaux pour pouvoir avoir quelque chose qui soit plus respectueux. Et donc on s'est forgé la conviction qu'il y avait une voie qui soit à la fois écologique, éthique et technologique, parce que si on fait que du plus éthique et du plus bio et que ça apporte rien de plus en usage, tout le monde allait s'en foutre et personne n'allait acheter des produits. Donc il fallait en plus que ce soit mieux, quoi. Donc on a travaillé là-dessus.
Donc on a travaillé principalement sur le remplacement de tous les matériaux, fibre de verre, fibre de lin, résine polyester, résine époxy biosourcée, mousse de polyuréthane, polystyrène recyclé, mais aussi sur des méthodes de fabrication, donc issues un peu de ce qui se passe en aéronautique, donc beaucoup de fabrication sous vide, c'est-à-dire avec à chaque fois tous les différents matériaux qui sont confinés dans des bâches sous vide, de manière à éviter toute pollution éventuelle lors de la catalyse, notamment des polymères. Donc il en a résulté la planche suivante, donc ça c'est notre ingénieur maison, vous l'avez devant vous sans le masque. Donc on a mis au point une gamme de planches dont la technologie s'appelle Green One, donc basée sur les différentes techniques que je venais d'évoquer. Donc c'est une technologie qui est appliquée à des gammes très diverses, petites planches, grandes planches, stand-up, etc. Et ce sont des planches qu'on a commercialisées donc, dès la deuxième année d'activité, donc qui sont maintenant commercialisées depuis 2 ans. Et donc ce ne sont absolument pas des prototypes, comme beaucoup de gens peuvent le croire, on en a déjà fabriqué et vendu à peu près 600, donc c'est quelque chose de fiable et de rodé. Et qui en plus apporte des performances qui sont très importantes, parce que les fibres naturelles, malgré le côté un peu plan-plan, baba cool, que ça peut avoir, en fait ont des qualités mécaniques qui sont relativement exceptionnelles et assez proches du Kevlar, du moins dans le cas de la fibre de lin. Donc la production des Green One nous a permis de refaire la même campagne d'évaluation que précédemment sur les planches traditionnelles. Donc cette fois-ci, on s'est efforcé de complètement relocaliser tout l'approvisionnement des matériaux. Donc on ne va pas plus loin que la frontière belge cette fois-ci. Et la fabrication d'une planche équivalente génère déjà 4 kg de déchets de production contre 5-7 tout à l'heure, précédemment. Mais c'est surtout que sur ces 4 kilos-là, il y a les 3/4 des déchets qui sont effectivement recyclés. Donc le polystyrène avec un circuit de collecte qui a été mis en place directement avec le fabricant, donc des camions qui livrent des caisses de marée à Saint-Jean, qui repartaient à vide, qui passent chercher nos déchets, etc. Et les fibres de lin, les chutes qui sont recyclées en feutre d'isolation bâtiment. Donc effluent non dangereux, mais quand même revalorisés pour une autre activité. Ce qui fait que là où avant on avait plus de 5,5 kg de déchets dangereux, maintenant on n'en a plus qu'un seul. Donc on a divisé la note par plus de 5, ce qui est quand même un résultat assez intéressant. Pour être complètement transparent, on est rentré dans la démarche d'affichage environnemental pour permettre aux consommateurs d'arriver à qualifier notre démarche. Donc c'est quelque chose qui a été initié par le ministère il y a 2 ans, à laquelle on a participé notamment sous l'égide de l'Eurocima et de la Chambre de commerce des Landes. Et donc ont été produites les 2 étiquettes suivantes, donc, qui respectent les normes de l'AFNOR, dont j'ai oublié le numéro, ne m'en veuillez pas. J'espère que ça ne fera pas partie des questions tordues. Et donc on a montré qu'entre une planche classique fabriquée chez nous et une planche Green One fabriquée chez nous, il y avait quand même des impacts qui étaient assez intéressants, notamment une réduction de carbone émis d'à peu près 1/3, et notamment le fait que la consommation de ressources non renouvelables est quand même divisée par 2 sur ce type de produit, sachant que sur l'eau consommée, il y a des systèmes de compensation, donc là on n'a pas de gain vraiment à proprement parler. Mais on sait aussi par contre qu'une planche classique fabriquée dans des conditions classiques a un résultat qui est bien plus dramatique que celui qu'on a sur notre loge, et vraisemblablement d'un facteur 4 suite à un audit qu'on avait fait. Donc encore des choses qui sont là pour valider la démarche qu'on a faite, bien qu'on sache très bien que ce type d'étiquette n'aura une véritable valeur qu'à partir du moment où ça deviendra obligatoire et que les gens auront quelque chose à comparer, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas, nous sommes les seuls à afficher. Donc fort de ce succès d'estime et ce succès commercial naissant, on a commencé à s'inquiéter un peu des pays dans lesquels Notox était éclairé des petites lumières, et donc les pays qui marquaient un intérêt pour notre démarche. Et donc on a identifié les pays suivants, donc les États-Unis, avec notamment la côte Est, plus que la Californie d'ailleurs, assez étrangement. L'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne et aussi le Japon, qui a été un de nos plus gros clients l'année dernière, alors qu'on ne s'était pas franchement organisé pour travailler avec l'autre côté de la planète. Donc ça nous a amené à développer un peu notre vision du développement international,
qu'on voulait bien sûr tout sauf correspondant à un modèle centralisé. Le modèle centralisé, c'est le truc que tout le monde connaît aujourd'hui, avec la grosse usine en Thaïlande qui envoie ses produits partout. Donc nous, on préférait plutôt essayer de démultiplier ce qu'on avait réalisé avec notre atelier Anglet en proposant un modèle de développement international distribué, donc des petites unités qui sont disséminées dans les pays qui consomment les produits qui sont fabriqués. Donc des modèles qui sont assez vertueux, notamment en termes de sobriété, d'ancrage territorial, ce qui permet de favoriser et de dynamiser un tissu local déjà installé avec des compétences qui ont inséré la pratique dans ces pays, et aussi d'acquérir une certaine autonomie qui permet d'être plus résistant aux aléas internationaux. Donc on est allé jusqu'à faire des plans sur la comète et essayer d'imaginer un peu quelle pourrait être notre super usine distribuée. Donc on a imaginé des petits blocs modulaires, donc des blocs élémentaires qui intègrent tout ce qui est gestion de l'énergie et gestion des infrastructures santé et traitement des déchets, donc de manière à produire des éléments orientés métiers, un peu comme des sortes de super algéco orientés métiers, qui peuvent ensuite s'agencer les uns avec les autres pour créer des petites usines de production, des petites unités de production qui sont exactement taillées à la taille du marché, donc qui peuvent facilement s'étendre si le marché s'étend, et qui peuvent facilement être relocalisées à la manière d'Algeco si un jour le marché disparaît de l'endroit où on est implanté pour des raisons de pollution qui rendraient des spots non praticables ou ce genre de choses. En dehors du fait qu'une intégration paysagère d'un truc comme ça est toujours plus sympathique que de se retrouver avec un gros bloc bétonné avec des bardages en tôle affreusement situés près d'une autoroute. Est-ce une raison pour s'en arrêter là? Le temps me dit que pas loin, mais moi je vous dis que non. Donc depuis le début, on a une démarche de recherche et développement qui est assez poussée. Alors je sais, on est dans le monde du surf, donc normalement on est censé être considéré comme des branleurs, mais c'est pas le cas. Donc on s'est rapproché de start-up du CNRS, enfin issus du CNRS de Grenoble, spécialisé en chimie verte, pour monter un FUI sur un composite monomatériau d'origine cellulosique. Donc l'idée étant de se dire que chaque année on consomme 4 gigatonnes de pétrole de manière définitive, donc ce qui nous laisse à peu près 50 années à venir, contre 100 gigatonnes de cellulose générée chaque année, donc de manière renouvelée. Et la cellulose est un produit magnifique parce que ça nous permet de faire à la fois des résines, des fibres, donc des renforts, des matériaux d'âme, et ainsi pouvoir entrevoir la possibilité de faire des complexes composites, donc comme les matériaux composites qu'on connaît aujourd'hui, mais qui soient d'une seule origine, d'origine cellulosique, donc 100% recyclable. Et là, on a un double effet vertueux, c'est qu'on a quelque chose qui est d'origine renouvelable et en plus recyclable à 100%. Donc on a un gisement de matière phénoménal qui pourrait nous faire entrevoir de pouvoir à peu près tout imaginer et répondre aux besoins de consommation qu'on peut avoir. Voilà. Bon, ça je vais passer parce que c'est juste vous expliquer un petit peu comment fonctionne le fameux traitement composite en question. Donc ça c'est pas forcément quelque chose de très fondamental aujourd'hui, bien que ça nous laisse entrevoir des perspectives en termes de propriétés mécaniques qui sont loin d'être anodines parce qu'on arrive à des choses qui sont très proches de ce qu'on a avec de l'acier. Donc même bien loin des matériaux composites qu'on utilise aujourd'hui. Donc en conclusion, j'ai cette petite phrase qui est un peu bateau, mais qui cache quelque chose. Donc changer pour un système vertueux est l'affaire de chacun de nous. Donc aujourd'hui, on est quasiment conscient, et donc on le voit nous au quotidien, qu'aujourd'hui les consommateurs sont prêts, grosso modo. Ils trouvent que c'est toujours trop cher, mais ils sont prêts. Les entreprises sont, on va dire, à peu près prêtes aussi. Il y a encore pas mal de pédagogie, pas mal de sensibilisation à faire. Mais aujourd'hui, on sent de plus en plus qu'il y a quand même une pression de tout ce qui est organisation financière qui est assez importante. Et aujourd'hui, c'est, on va dire, le dernier maillon de la chaîne qui doit vraiment jouer son rôle pour arriver à prendre le risque de ces mutations technologiques ou de ces mutations de comportement de société
Et aujourd'hui, à part quelques rares exceptions, on ne peut pas dire quand même que ce monde financier ait vraiment pris ces aspects à bras-le-corps. Et aujourd'hui, ce maillon est encore manquant. Et tant qu'il sera manquant, malheureusement, la boucle ne sera pas bouclée et les entreprises auront quand même du mal à s'investir complètement dans ces démarches sans prendre des risques monstrueux et donc ne pourront pas alimenter suffisamment la consommation qui est quand même demandeuse de quelque chose d'un peu plus éthique.